Attention! Couvre-moi! La vie de Chris Kyle a inspiré un blockbuster hollywoodien. Le film American Sniper raconte l'histoire de ce Navy SEAL quasi légendaire. Avec la guerre en Irak en toile de fond, ce héros des temps modernes a participé à 4 déploiements. Et même s'il a eu du mal à se réadapter à la vie civile, il a fini par s'en sortir. Mais certains trouvent que ce portrait omet d'exposer les travers de Kyle. Ses détracteurs affirment qu'il est un tueur haineux que la guerre a rendu extrêmement violent. C'est un peu la face cachée du personnage dont personne ne veut parler. Et il y a plus troublant. D'autres personnes revendiquent que les récits de Kyle ne sont pas basés sur des faits réels. Il serait tellement obsédé à l'idée de cultiver son image qu'il n'hésiterait pas à mentir pour le faire. Il est difficile de différencier les faits réels de ceux qui ont été inventés par Chris pour étayer son histoire. Quelle est donc la véritable histoire de cet homme surnommé l'American Sniper ? En décembre 2014, tout le gratin hollywoodien se réunit pour la première d'American Sniper. Parmi ces stars figurent l'acteur et producteur du film Bradley Cooper, ainsi que Clint Eastwood, son réalisateur. Le film sera ensuite nommé dans la catégorie du meilleur film aux Oscars. C'était l'un des gros succès de l'année. C'est même devenu le film de guerre qui est le plus rapporté au box-office. Le film est inspiré de l'autobiographie à succès de Chris Kyle, un ancien Navy SEAL qui a fait preuve d'un héroïsme extraordinaire en temps de guerre. Il a participé à 4 déploiements et s'est vu décerner 2 étoiles d'argent et 5 de bronze. C'est un CV impressionnant. Le récit de Kyle se différencie des autres récits du genre parce qu'il ne traite pas uniquement de son expérience au front. Il relate aussi la façon dont il s'est remis des séquelles de la guerre une fois rentré. On nous dressait d'abord le portrait d'un guerrier déterminé, courageux et sans pitié sur le champ de bataille. Mais une fois de retour, il a dû faire face à des problèmes de famille. Ce combat beaucoup plus intime nous a permis de voir une autre facette de la vie d'un soldat d'élite. Mais la sortie du film est suivie de nombreuses polémiques. Les détracteurs de Chris Kyle estiment que le portrait qui est dressé dans le film n'est pas fidèle à la réalité. Il s'agirait d'une version aseptisée, à peine reconnaissable. Le film fait abstraction des défauts de Kyle. Il fait de lui un héros sans faille et omet tous les détails qui pourraient mettre le public mal à l'aise. Il voulait que tout le monde soit convaincu que Chris Kyle est l'archétype du soldat américain parfait. Certains critiques affirment que Chris Kyle était un assassin sans cœur, aux tendances psychopathes. Beaucoup de gens disaient que s'il avait réellement commis tous ces actes, cela faisait de lui un tueur en série complètement fou. Mais ce n'est pas la seule accusation dont Kyle fait l'objet. Certains disent que ces histoires sont entièrement fictives. Il donnait l'impression de ne pas être complètement honnête. Il essayait de faire croire aux gens qu'il était ce personnage qu'il avait créé. Quelle est la vérité au sujet de Chris Kyle ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par se pencher sur ce qui est indéniable, son implication dans la guerre en Irak. L'opération Liberté irakienne. L'histoire débute dans une ville à environ 350 km au sud-est de Bagdad, la capitale irakienne, Nasiriyah. Au cours des premières semaines de campagne, les forces américaines se battent pour prendre le contrôle des rues. Attention! Kyle patrouille en appui d'un escadron de Marines.
Il fait partie des Navy Seals, des soldats d'élite dont l'entraînement est réputé particulièrement difficile. On dit que c'est une usine à fabriquer des Captain America. L'entraînement est une véritable torture. Mais chaque soldat qui en ressort est capable de faire preuve d'un héroïsme, d'un patriotisme et d'un esprit d'équipe exemplaire. Si 16 Navy Seals sont envoyés quelque part pour remplir une mission, l'ennemi a tout intérêt à neutraliser les 16. Sinon, le dernier survivant sera capable de terminer la mission. Dans son ouvrage autobiographique, Kyle laisse entendre qu'il est le Navy Seal parfait lorsqu'il part pour son premier déploiement. Je faisais ce pourquoi j'avais été entraîné. Je voulais défendre mon pays et remplir ma mission. Je voulais faire mon travail. C'est alors que Kyle se voit confier une mission inattendue. Même s'il a subi l'entraînement intense des Navy Seals, rien ne l'avait préparé à remplir ce rôle. Il devient le sniper de son unité. C'est une tâche très particulière. Ça n'a rien à voir avec ôter une vie sur le front. Du début à la fin, un sniper observe le visage de sa victime en détail, à travers la lunette de son fusil. Un sniper voit la balle percuter sa cible. Et ensuite, il voit aussi le sang s'écouler au sol tout autour d'elle. C'est un peu comme assister à la mort de quelqu'un en Technicolor sur un écran IMAX. Alors que les Marines progressent, du haut de son perchoir, Kyle identifie une menace potentielle. Chris a aperçu une femme qui semblait transporter quelque chose de suspect. C'était la panique. Il essayait d'analyser le peu d'informations qu'il avait pour jauger la situation. Le sniper débutant doit prendre une décision au pied levé. La femme s'approche des Marines. Est-elle une kamikaze ou une simple civile? Il se pouvait très bien que cette femme ne soit pas armée. Si c'était le cas et qu'il tirait, il risquait de se retrouver en procès pour crime de guerre. Mais s'il mettait trop de temps à se décider, il était possible qu'elle se fasse exploser et tue des Marines américains. C'est le genre d'erreur qui marque une personne à vie. Sur le moment, c'est comme si tout se passait au ralenti. Kyle prend la bonne décision. Sa première exécution sauve la vie de plusieurs Marines. Quand on est sniper, c'est la logique qui prend le dessus et les actes suivent instinctivement. La première victime marque énormément, mais toutes les suivantes aussi. Chris Kyle ne sait pas encore à quel point ses actes vont l'affecter. Deux mois plus tard, Chris retourne aux États-Unis auprès de sa femme Taya. Ils sont mariés depuis à peine plus d'un an et ont toujours été très proches et affectueux. Taya est une femme très volontaire. Elle est déterminée, motivée, mais surtout très compréhensive. Malgré tout, quand les maris rentrent du front, la transition n'est pas toujours évidente.
La réadaptation psychologique est la partie la plus difficile à gérer quand on rentre à la maison. Taya sent que son mari est à cran. Il semble avoir plus de difficultés à se remettre qu'il ne veut l'admettre. Une nuit, pendant son sommeil, Kyle l'agrippe fermement. Taya craint qu'il ne lui casse le bras et fait son maximum pour échapper à son emprise. Elle répète son nom jusqu'à ce qu'il reprenne enfin ses esprits. C'est la preuve que la guerre a bel et bien des conséquences sur la santé psychologique de Kyle. C'est très particulier de se retrouver en zone de guerre. On n'a pas une seconde où on peut réellement se détendre. On doit toujours faire attention aux menaces potentielles qui nous entourent. Quand on finit par rentrer, il est très difficile, voire même impossible, de se réadapter immédiatement. On a encore l'impression d'être en guerre. L'homme destiné à devenir le fameux American Sniper entame un chapitre de sa vie qui va lui révéler ses côtés les plus sombres. Kyle, sur le toit! En novembre 2004, Kyle en est à son 2e déploiement. L'Irak est déjà le champ de bataille le plus sanglant de l'histoire de l'Amérique depuis la guerre du Vietnam. Et le combat continue dans une ville à environ 70 km de Bagdad, Fallujah. On a ratissé la ville du nord au sud, de maison en maison, et de porte en porte à la recherche d'armes et de soldats rebelles. Allez! Chris Kyle a maintenant suivi une formation de sniper en bonne et due forme. Son travail est de se positionner sur le toit des bâtiments les plus hauts pour assurer les arrières des Marines qui patrouillent dans les rues. Il avait pour responsabilité de protéger ses hommes. Il fallait qu'il se donne à 100%. S'il faisait une erreur, ça pouvait coûter des vies. Il avait vraiment une pression énorme sur les épaules. Dans ses écrits, Kyle ne semble pas trop perturbé par le poids de cette responsabilité. J'ai regardé dans la lunette, j'ai visé et j'ai tué l'ennemi avant qu'il ne tue un de mes camarades. Je me demandais ce que ça me ferait de tuer quelqu'un. Maintenant, je sais que ce n'est pas si difficile. Mais malgré ces belles paroles, exécuter autant de personnes derrière la lunette de son fusil commence à l'affecter profondément. A posteriori, il faut réussir à vivre avec ce qu'on a fait. Chaque soldat a sa façon de gérer ses émotions. Chris Kyle semblait avoir plus de mal à gérer les siennes qu'il ne l'admettait. Il y a des moments où ces souvenirs deviennent très douloureux et où on en a vraiment assez. On repense à toutes les fois où on a tiré et on revoit les visages des personnes qu'on a tuées au moment où la balle les touche. C'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas avant d'être rentré. Ce n'est que quand le combat est terminé qu'on se rend vraiment compte de ce qui s'est passé. Et ces images viennent vous hanter. Kyle commence à développer un mécanisme de défense. Il déshumanise ses victimes. Ses écrits sur les Irakiens sont d'une grande brutalité. Des sauvages méprisables et diaboliques. Voilà contre quoi on se battait en Irak. Ce sont ces propos qui amènent ses détracteurs à dire que Kyle est profondément raciste.
Il voit les Irakiens comme des étrangers diamétralement différents de lui. Il dit que ce sont des sauvages et les décrit presque comme des sous-hommes. Les défenseurs de Kyle avancent que les soldats sont obligés d'utiliser ce genre de tactique pour survivre. Pour prendre le dessus sur un adversaire, il faut réussir à se sentir supérieur à lui, aussi bien mentalement que physiquement. On est contraint de dénigrer son ennemi. Mais d'autres soldats présents à Fallujah sont choqués du comportement de Kyle. Beaucoup de gens critiquent Chris Kyle pour son manque de tolérance et son racisme flagrant. De tels propos ne devraient jamais rester impunis. Ce ne sont pas des choses tolérables. Et il ne faut pas que les gens pensent que c'est pour ça qu'il y a eu la guerre en Irak et en Afghanistan. L'opinion de Kyle au sujet de ses ennemis devient de plus en plus radicale. Il va même jusqu'à se vanter du plaisir qu'il prend à tuer ses adversaires. J'adorais mon métier. Je ne peux pas mentir. C'était jouissif. Tuer est devenu une seconde nature pour lui. Il semblait même y prendre du plaisir. Il célébrait la mort de ses ennemis. En avril 2006, Kyle entame une troisième mission dans la ville de Ramadi. Il ne fait plus seulement face aux rebelles irakiens, mais aussi aux soldats fondamentalistes islamiques qui sont arrivés en masse dans le pays. Parmi eux, le célèbre chef terroriste islamiste, Abu Musab al-Zarqawi. Pour nous, c'était clairement l'ennemi public numéro 1. On savait qu'il fallait l'éliminer. C'était le plus haut responsable d'Al-Qaïda dans le secteur. Et il se servait de la religion pour asseoir sa position. Il était la tête pensante des opérations. Jordanien d'origine, al-Zarqawi a la sombre réputation de décapiter ses prisonniers occidentaux. Ces actes de terrorisme ont aussi causé la mort de milliers de civils irakiens. Combattre l'extrémisme islamiste a de profondes répercussions sur Kyle. Il commence à se voir comme un croisé des temps modernes en guerre contre l'islam. Il s'est fait tatouer la croix des croisés sur le bras. Ce n'était pas un choix anodin. Il voulait clairement clamer haut et fort qu'il était chrétien. J'ai demandé à ce qu'elle soit rouge sang. Je détestais les sales sauvages contre qui je me battais. Je les détesterai toujours. On retrouve l'idée de choc des civilisations. Cette branche du protestantisme américain y croit beaucoup. Aux yeux de Chris, c'était clairement une guerre religieuse. Même s'il est la cible de nombreuses critiques, les hommes qui se battent aux côtés de Kyle sont rassurés de l'avoir avec eux. Il lui donne même un surnom qui va longtemps le suivre. Chris Kyle devient la légende. Au départ, Chris a été surnommé la légende pour plaisanter. C'était une blague récurrente au sein du peloton. Ses compagnons le charriaient en disant « Hé mec, t'es la légende !» La légende fait tellement de victimes que ses ennemis lui donnent un autre surnom, le diable de Ramadi. Ils offrent même $20 000 de récompense pour sa tête. À mesure que sa réputation grandit, Kyle commence à se voir comme l'ange gardien de ses camarades. La légende a fini par devenir comme une sorte de symbole porte-bonheur pour les jeunes Marines qui patrouillaient dans les rues. La légende les surveillait d'en haut et était prête à leur sauver la vie en cas de danger. La légende va bientôt apprendre qu'il lui est impossible de sauver tout le monde, y compris ses camarades les plus proches. En 2006, Kyle en est à son 3e déploiement en Irak.
Son équipe tente de sécuriser un édifice qui permettrait aux soldats américains d'avoir une vue d'ensemble de la ville. Mais l'opération fait des victimes. Le combat se poursuit et l'un des camarades de Kyle est touché par balle. Il meurt sur le coup. C'était un Navy SEAL du peloton de Chris, et il a eu énormément de mal à gérer cette mort. Quand la légende se rend compte qu'il ne peut pas protéger tout le monde, la culpabilité l'accable. Voici ce qu'il écrit sur le sujet. Pourquoi je n'ai pas été là? J'aurais pu sauver mon ami. Je me sentais au fond du gouffre. C'était très dur. Rien de ce que j'avais vécu en Irak ne m'avait affecté à ce point. Six semaines plus tard, Chris Kyle rentre chez lui miné par la culpabilité. L'occasion devrait pourtant prêter à la fête. Taya et Chris sont à présent les parents d'un fils et d'une fille. Malgré ses responsabilités familiales, Chris ne se sent pas à sa place. Il a l'impression qu'il devrait être en Irak pour assurer la protection de ses camarades. Dès qu'il arrivait à la maison après un déploiement, il se mettait à penser au suivant. À ses yeux, ce qui comptait le plus était dans l'ordre Dieu, son pays, puis sa famille. C'est son sentiment de culpabilité qui le poussait à accepter toutes les missions qu'on lui proposait, à tel point que ça a presque fait imploser sa famille. Même si Taya souhaite qu'il reste auprès d'eux, Kyle quitte à nouveau sa famille pour retourner au front. Sa quatrième mission va presque lui coûter la vie. Lors de son premier jour de patrouille, il se retrouve au beau milieu d'un combat dans la banlieue de Bagdad. Une balle le touche au casque. Chris a eu l'impression que tout s'assombrissait. Il sentait que du sang lui coulait sur le visage. Il croyait qu'il était mort ou aveugle. Sans savoir s'il est vivant ou mort, l'équipe de Kyle le traîne à l'écart du champ de bataille. Il respire encore. Une fois remis de ses émotions, Kyle se rend compte de la chance qu'il a d'être encore vivant. Il a beau en être à son 4e déploiement, c'est la première fois qu'il ressent la peur d'être tué. Il avait 2 enfants. Quand il a été touché à la tête lors de sa 4e mission, ça lui a fait prendre conscience de la réalité. Maintenant qu'il était père, il avait bien plus à perdre. L'idée de la mort était quelque chose que j'avais réussi à mettre de côté. Mais à ce moment-là, je ne pensais presque plus qu'à ça. Au cours de ce déploiement, Kyle commence à sentir les effets physiques de cette angoisse. C'était comme si mon corps se mettait à vibrer. Je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. Il est victime de sueur froide et de tremblements, ainsi que de grosses montées de tension, les symptômes classiques de l'excès de stress lié au combat. Ces blessures psychologiques liées au stress se manifestent très souvent de manière physique. Le corps s'affaiblit aussi. Ça arrive surtout quand on s'efforce de réprimer la douleur qui résulte de ces épreuves aussi difficiles physiquement que moralement.
Les médecins s'inquiètent tellement de l'état de santé de Kyle qu'ils décident d'écourter sa mission et de le renvoyer aux États-Unis. En 2008, de manière complètement inattendue, Chris Kyle se retrouve chez lui, entouré de sa famille et de ses amis. Mais ça ne l'enchante pas. Il n'a qu'une envie, renouveler son contrat avec les Navy Seals et repartir se battre auprès de ses camarades. Pour sa femme, Taya, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle lui lance un ultimatum. S'il repart, elle le quitte et prend les enfants avec elle. Elle a fait exactement ce qu'il fallait pour lui sauver la vie et sauver sa famille. C'est tout à fait louable. Et Chris l'a écouté. Kyle comprend enfin que ses responsabilités familiales sont plus importantes que son sens du devoir envers son unité. Mais quitter les Navy Seals est une expérience plus difficile qu'il ne l'aurait imaginé. Cela laisse un énorme vide dans sa vie. Ce qui manque le plus, ce sont les échanges quotidiens avec des camarades qui sont passés par le même entraînement, puis par les mêmes épreuves en territoire ennemi. Entre militaires, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer pour se comprendre. Et c'est très réconfortant. Kyle tente d'oublier de la même façon que beaucoup de vétérans le font. Très vite, je me suis mis à boire. Au bout d'un moment, je ne buvais plus que de l'alcool fort, toute la journée. Il semble complètement perdre pied. Il doit remettre de l'ordre dans sa vie, et vite. Et c'est à ce moment-là que Kyle se lance dans un projet indiscutablement admirable. Des milliers de vétérans rentrent en Amérique avec des problèmes mentaux et physiques. Kyle pense pouvoir les aider. Il fonde Fitco Cares, une association caritative qui fait don d'appareils sportifs à ceux qui en ont besoin. Chris a trouvé le moyen de s'en sortir en venant en aide aux vétérans, aussi bien individuellement qu'en groupe. Ça lui a beaucoup apporté, parce que ça lui a refait une place dans cette communauté qui lui manquait tant. Aider des soldats qui ont souffert sur le champ de bataille lui sert de véritable thérapie. Il s'épanouissait vraiment lorsqu'il travaillait individuellement avec ses autres vétérans. C'est en face à face qu'il était le plus efficace. Et ça lui a permis de retrouver une raison d'être. Il trouve également un autre moyen de surmonter sa douleur. Avec l'aide de Taya, il commence à écrire son histoire. Écrire ce livre a fait partie intégrante du processus de guérison de Chris. Il essayait de donner un sens à ce qu'il avait vécu et fait. Retranscrire ses souvenirs permet de les réordonner et de les voir sous un nouveau jour. De nombreux vétérans le font. Il intitule son livre « American Sniper ». Un an plus tard, le livre apparaît dans la liste des best-sellers du New York Times. Il s'écoule à plus d'1,5 million d'exemplaires. Chris Kyle, le Navy SEAL, génère à présent des millions de dollars de bénéfices et apparaît aussi bien en une des journaux qu'à la télévision. Ce succès retentissant l'a projeté sous le feu des projecteurs. Tout le monde voulait l'interviewer. Mais la célébrité a un prix. Chaque aspect de sa vie est passé au crible. Et très vite, la véracité de passages clés de son histoire est remise en question. Un extrait du livre de Kyle fait particulièrement polémique. Celui-ci relate un incident survenu dans un bar californien lors d'une veillée pour un soldat décédé.
Dans son livre, Chris Kyle décrit un individu qu'il surnomme le débraillé. D'après sa version des faits, ce débraillé s'est installé à proximité d'eux, puis il a commencé à dire tout le mal qu'il pensait de cette guerre. Le débraillé s'est mis à critiquer la guerre. Je l'ai remis à sa place. Cette histoire de combat de bar a probablement été romancée. Mais on peut en entendre des similaires chaque dimanche matin dans n'importe quel pays du monde. La polémique serait vite passée si Kyle n'avait pas révélé l'identité du débraillé lors d'une interview radio. Il affirme qu'il s'agit de Jesse Ventura, un ancien catcheur devenu gouverneur du Minnesota. Ces déclarations ont fait scandale, aussi bien sur Internet qu'au sein de la communauté politique. Le gouverneur Ventura déclare qu'il était avec des amis ce soir-là et qu'aucune bagarre n'a eu lieu. Jesse Ventura disait qu'il n'avait jamais rencontré Chris Kyle. Ventura le poursuit pour diffamation. Kyle perd le procès et est condamné à lui verser 1,8 million de dollars. Le gouverneur ne voulait qu'une chose, que le jury déclare que l'histoire de Chris Kyle est un mensonge. En 2016, la condamnation à payer des dommages et intérêts à Ventura est annulée. S'il le souhaite, le gouverneur peut tout de même demander au tribunal de rouvrir le procès pour diffamation. Mais à l'époque du premier verdict, le public ne sait plus quoi penser. Si cette anecdote est fausse, est-ce aussi le cas d'autres histoires racontées par Chris Kyle? Chris s'est soudainement retrouvé au centre de plein de questions. Les gens se demandaient s'il était bien l'honnête Texan qu'on leur avait vendu, ou s'il avait menti sur toute la ligne. Alors que les doutes sur Kyle se multiplient, une autre anecdote publiée, elle, dans un magazine, est au cœur d'un nouveau scandale. Chris aurait raconté l'histoire d'une tentative de vol de sa voiture en plein cœur du Texas. Chris s'est arrêté à une station-service. Selon ses dires, il était en train de mettre de l'essence dans sa voiture quand deux types se sont approchés. Ils étaient armés. Ils ont braqué leur revolver sur lui et ont demandé les clés de son pick-up. D'après l'article, Kyle aurait déclaré au voleur qu'il allait prendre ses clés qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule. En réalité, il en profite pour attraper son propre revolver. Et il exécute les deux voleurs. Le récit fait sensation. Dès que l'affaire éclate, le journaliste Nicholas Schmidl décide d'enquêter sur les faits. Il appelle les shérifs de chaque comté situé en bordure de l'axe routier où la tentative de vol est censée avoir eu lieu. J'ai parlé aux shérifs de chacune de ces juridictions et ils m'ont tous dit la même chose. Cet incident n'est pas arrivé chez moi. Il n'y a pas de corps. Aucun médecin légiste n'a été appelé. Rien. Schmidl tombe alors sur un autre détail troublant. D'après Kyle, il a attendu la police. Et à leur arrivée, il leur a demandé d'appeler le département de la Défense. L'administration de l'armée se serait portée garante pour lui. Et les forces de l'ordre auraient donc laissé Kyle partir sans aucune accusation. Schmidl trouve cette histoire invraisemblable et entre en contact avec un représentant des forces spéciales. J'ai expliqué à mon interlocuteur que Chris Kyle, un ancien Navy SEAL, qui n'est plus en service actif,
aurait commis un double homicide alors qu'il était au volant d'un véhicule privé. Il m'a répondu qu'il était complètement absurde qu'il ait pu être protégé de toute poursuite judiciaire uniquement parce qu'il avait été affilié à l'armée. Et le nombre de victimes qu'il avait fait au cours de son service n'y changeait rien. Autrement dit, cette histoire de tentative de vol semble avoir été entièrement fabriquée. Une autre aventure épique de Kyle va faire l'objet de suspicions. Kyle aurait raconté à un groupe d'amis qu'il avait tué pas moins de 30 pillards qui voulaient profiter du chaos causé par l'ouragan Katrina. Il est cependant impossible de confirmer qu'il a bel et bien raconté cette histoire. Mais même en faisant abstraction de cette affaire, le public doute de la sincérité de Kyle. L'anecdote de la tentative de vol est clairement un mensonge. Et l'histoire avec Ventura a aussi été remise en question. Tout le monde se pose alors la même question. Pourquoi Kyle ressent-il le besoin d'inventer quoi que ce soit? Une des théories est que cet homme, devenu célèbre en protégeant des Américains en Irak, désirait à tout prix que son statut de légende s'étende à sa vie civile. Il se cachait derrière un mur de belles paroles. Il a presque fini par jouer un rôle. Avoir été sniper lui donnait l'impression qu'il était capable de prendre la justice en main. Je pense qu'il a fini par se voir comme un justicier déguisé en civil. Avec autant de doutes sur la capacité de Kyle à dire la vérité, le public commence à se demander si la légende a tout inventé. Combien de personnes a-t-il réellement tué? Dans son livre, Kyle déclare que la marine lui attribue 160 victimes. Mais le Pentagone refuse de confirmer ces chiffres. Et plusieurs services de l'armée américaine affirment qu'ils n'enregistrent pas ce genre de statistiques. Ça ne veut pas dire qu'autant de gens ont été tués par Chris Kyle. Ça veut simplement dire qu'il n'y a aucun moyen de vérifier ces chiffres. Ses défenseurs estiment que le nombre de victimes faites par Kyle pourrait même aller jusqu'à 250. Mais quel que soit le chiffre, le problème est qu'il n'y a aucun moyen de le corroborer. Plus récemment, même le nombre de médailles décernées à Kyle a été remis en question. Le problème est qu'il y a tellement de zones d'ombre concernant la vie de Chris Kyle qu'il est difficile de déterminer qui il était et ce qu'il a vraiment accompli. Mais avant que qui que ce soit puisse rétablir la vérité, un drame survient. En 2013, Kyle et son ami Chad Littlefield s'apprêtent à venir en aide à un jeune vétéran en difficulté. Malgré la tension accrue des médias, Kyle continue de faire ce qu'il fait le mieux, s'occuper d'autres soldats rentrés du front. Kyle a été contacté par la mère inquiète d'un ancien marine nommé Eddie Ray Rouse. Elle lui a dit que son fils avait du mal à se réadapter depuis son retour d'Irak. Chris a accepté d'aller lui parler pour voir s'il pouvait trouver un moyen de l'aider. Les trois hommes se rendent sur un champ de tir pour tenter d'encourager Rouse à se confier à eux. Il devient vite clair que Rouse est profondément perturbé. Il souffrait du syndrome de stress post-traumatique. Il présentait aussi des signes de schizophrénie. Sa santé psychologique n'était vraiment pas bonne.
Sur la route du champ de tir, Kyle envoie un SMS à Littlefield disant « Ce type est complètement cinglé ». Littlefield lui répond qu'ils vont devoir surveiller leurs arrières. Ils sont arrivés au champ de tir et Chris Kyle a sorti les armes qu'ils allaient utiliser pour tirer. Le plan de Kyle est d'aider le jeune marine à se détendre au fil de l'après-midi pour qu'il finisse par être assez à l'aise pour parler. À un moment donné, Kyle et Littlefield avancent dans la zone de tir, probablement pour changer les cibles. Il a été cruellement assassiné chez lui, dans son état et son pays d'origine. Et le coupable est un autre soldat ayant servi pour la même organisation que lui, celle qu'il a passé des heures et des heures à protéger. C'est très difficile à accepter. C'est vraiment une regrettable tragédie. Il essayait d'aider ce gamin qui allait très mal, et c'est à cause de ça qu'il s'est fait tuer. La mort de Chris est d'une ironie particulièrement triste. Tout le monde pensait qu'il trouverait la mort d'une balle tirée dans les rues de Ramadi ou de Fallujah. Mais au bout du compte, il a été exécuté dans son état d'origine, au Texas. Neuf jours plus tard, une cérémonie est organisée en l'honneur de Chris Kyle au stade des Cowboys de Dallas. Chris n'était pas seulement un soldat et un patriote. Il était bien plus qu'un excellent tireur d'élite. Il était bien plus qu'un Navy SEAL d'exception. Il était loin d'être une personne ordinaire. C'était un homme. C'était un mythe. C'était une légende. Est-ce là le portrait du vrai Chris Kyle? Est-il la légende célébrée aussi bien à Hollywood qu'à ses funérailles? Ou son histoire est-elle plus compliquée qu'elle n'y paraît? Il y a différents niveaux de vérité. Le portrait que ce film de 2 heures a fait est bien celui de Chris Kyle. Mais les nombreuses facettes de ce personnage sont bien plus fascinantes et complexes que cela n'a été montré à l'écran. Je veux qu'on reconnaisse le bien qu'il a fait, mais je veux aussi qu'on parle de son côté sombre. Et j'aurais aimé que le film peigne un portrait plus complet. J'aurais aimé qu'ils aient le courage artistique de faire une étude de personnage plus approfondie. Et j'aurais voulu que ce film permette de découvrir qui il était en tant que personne, plutôt que d'utiliser sa légende pour faire de la propagande. Ces anecdotes fabriquées et la violence de certains de ses écrits le prouvent. Chris Kyle n'était pas aussi parfait que la légende le dit. Mais c'était tout de même un homme héroïque et courageux, avec de gros défauts, comme tout le monde. Et si la clé de certains mystères du passé se cachait tout là-haut, quelque part dans l'immensité de l'univers? Ancient Mysteries, dans un instant.